Hey, Defecator, on défecte sur les fakes. Sur l'énergie solaire, le photovoltaïque, on dit tout, son contraire, emballements et critiques, solutions vertueuses ou faites de terres rares, promesses fructueuses ou rendements de bâtards, dépendance des nuages, dépendance de la Chine, surtout nos pâturages, est-ce qu'on rit, est-ce qu'on chouine? À écouter tout ça, moi je ne sais pas quoi faire, on ne sait plus où ça va, ni dans quelle étagère. Pour s'en faire une idée, sortir du brouhaha, j'ai donc dû décider d'aller au CEA, rencontrer celles et ceux que cette mission anime, la recherche du fameux panneau solaire ultime. Une autre vidéo, que j'y ai consacrée, montre les fondamentaux. On y avait vu navré des panneaux faits maison, à base de vieux CD, par ceux dont la raison est un peu décédée. Cette fois, c'est du sérieux, sourcé, documentaire. On se penche un peu mieux sur les panneaux solaires. Ça, tu fais bien de t'y pencher sur les panneaux solaires. Ça fait un moment Attends, que... il faut être précis. Panneaux solaires photovoltaïques. Là, ça, je veux pas y savoir, c'est la faute à qui? Moi, mon problème, c'est le salaire, il bouge pas. Et ça fait un sacré moment qu'elle dure, la panneau solaire. Oui, bah le salaire, la chaîne ne roule pas sur l'or déjà. Non, mais Et ce que tu oublies un peu vite, ce sont les primes. Hein, là, ça bouge. Cette année, je l'ai triplé, ta prime. triplé? Ben oui. Oui, regarde, elle était de combien, ta prime, l'an dernier? Ben, 0. Voilà. Et donc cette année, je l'ai multiplié par 3. Donc tu peux vérifier. Oui, bon, c'est possible, j'ai pas eu le temps de faire le calcul. Mais de toute façon, c'est trop tard. Ma décision est prise, je viendrai pas au Sénat. Je vais pas au Sénat, je vais au CEA. Essaye déjà un peu au moins. Non, mais tu vas bien où tu veux, je m'en tape complètement. J'ai décidé de faire le piquet de grève. Là, tu fais le piquet, là. Oui, ben, je suis même piqué au vif. Patronat pas très net. Donc, tu fais un mouvement de grève, Ben oui. mais tout en étant immobile. Essaye pas de m'embrouiller, là. Moi, je revendique sur la panne au salaire. Oh, mais arrête avec ta panne, je sais pas quoi. Le sujet, c'est les panneaux solaires. Panneaux, comme un panneau. Je tomberai pas dans ton panneau. Je suis en arrêt total du travail. Oui, donc tu vas rien faire. C'est un peu comme d'habitude, finalement. Le seul truc qui risque de changer, c'est que la vidéo sera mieux. Non, il y a rupture du dialogue. Parfait. Eh ben nous, on y va. Alors, il y a un souci, là, c'est trop lumineux. Réglage de l'exposition. Voilà. Bon, ceci dit, ça restera forcément très lumineux, mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Dans le Soleil se produisent des réactions nucléaires avec des rayons gamma qui interagissent avec sa matière, et résultat, il émet de la lumière. Alors si on veut être précis, il émet du rayonnement électromagnétique, correspondant à la lumière visible, tout le spectre du rouge au violet, mais aussi de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Et c'est notamment ça qui chauffe le bouclier de la sonde. Je vais pas vous mentir, je pensais que ce serait une idée lumineuse de partir de la source, vraiment la source du solaire, mais là c'est chaud. Donc on va pas rester 10 minutes, on ira plutôt à la source des gens qui bossent dessus. Déjà ce sera pas mal. Préparation du retour. Donc rapidement, on va parler du solaire, mais pas du solaire thermique, comme dans cette vidéo de Monsieur Bidouille, où là justement le rayonnement thermique est utilisé pour chauffer de l'eau. Non, nous on va parler du photovoltaïque. On va comprendre la techno, déjouer les fausses idées qui circulent, on va voir côté recherche quelles sont les pistes explorées pour obtenir le panneau solaire ultime, et puis côté pratique aussi, on regardera ce qui se passe quand on s'équipe chez soi. Et au passage, vous gambergerez un peu sur quelques énigmes. D'abord, quelques chiffres sur le photovoltaïque. On en est où là, en 2025? Données de RTE pour la France. Merci. La production d'électricité par le photovoltaïque s'est accélérée dans les années 2020. Là, en 2024, on était à une production de 23,3 TWh. Et alors, quelle part ça représente de notre production d'électricité? Là, il faut regarder la couverture solaire. Non, le taux, ça c'était un concept, mais finalement, la nuit, ça marche pas. Voilà. Taux de couverture solaire. Donc, c'est la part de toute la consommation d'électricité qui est couverte par de la production solaire photovoltaïque. 5,7% en 2024. Donc ça a plus que doublé en 5 ans. En 2019, on était à 2,6%. Maintenant, au niveau mondial. Données de l'Agence internationale de l'énergie. On retrouve cette progression. Les mix énergétiques évoluent. Mais pas de quoi trop s'enjailler quand même, parce qu'il reste une part très majoritaire d'énergie fossile. Et ça, ce sera difficile à infléchir tant qu'il y aura des mastodontes qui resteront à fond dessus, genre USA, Chine, Inde. Pareil en Europe. En Italie, Allemagne, ils ont une part de photovoltaïque qui est beaucoup plus importante que la France, plus de 11% en 2023. Par contre, à côté, ils sont encore à fond sur le charbon ou le gaz.
En tout cas, aujourd'hui, le photovoltaïque n'est plus négligeable. Et pourquoi cet essor? Parce que, justement, il y a eu de la recherche sur la techno. Les rendements se sont améliorés, le prix des panneaux a baissé, donc c'est devenu une source d'énergie compétitive, notamment pour des pays émergents qui ne peuvent pas investir des milliards dans des grosses centrales. Donc la demande s'est accrue, donc économie d'échelle, les prix ont encore plus chuté. Puis, il y a d'autres facteurs qui jouent, la prise de conscience environnementale, et là, le photovoltaïque est bien placé, puisqu'il a une faible empreinte carbone, et la souveraineté énergétique. Par rapport au gaz ou au pétrole, le soleil est gratuit, et vous en avez quelle que soit la situation géopolitique internationale. Bah, là, vous allez me dire, oui, mais s'il faut acheter des panneaux solaires produits en Chine, c'est pas trop une solution d'indépendance. Bon, je vois que vous êtes en forme, c'est bien, et effectivement, c'est un point qu'on va devoir aborder. Et d'ailleurs, allons-y, je suis chaud là, c'est le cas de le dire. Allez, retour. Quelle destination? Bah, tu vas aller où? Ah, bah, aller sur Mars. Non, en plus Mars, ça devient trop mal fréquenté. Voilà. Donc, on va aller à l'INES, Institut National de l'Énergie Solaire, en Savoie, rencontrer des chercheurs du CEA. Alors, petite précision, c'est pas une vidéo en partenariat, il n'y a pas de sponsor ou quoi, c'est moi qui ai demandé à les rencontrer, et je remercie le CEA de m'accueillir, et donc cette vidéo est faite de manière totalement indépendante, et c'est pas si fréquent. Voilà, je le souligne juste au passage. Soutenez la chaîne, merci. Météo prévue à l'arrivée, 4 degrés, temps nuageux. Ah, eh ben, ça aussi évidemment, il faudra qu'on en parle. Le photovoltaïque est une énergie intermittente, et il faut donc le gérer. Allez. Nous voici donc au CEA, site du Bourget-du-Lac, où nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous parler du panneau solaire ultime. Bonjour. Bonjour, Pierre-Jean Riberon. C'est bien ça. Merci pour votre accueil. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le challenge avec vos panneaux, parce qu'on ne peut pas dire que vraiment vous ayez un soleil éclatant. C'est ça, mais ça marche quand même. Ok, mais j'ai hâte de voir ça. Alors, le CEA, c'est un organisme de recherche public qui emploie plus de 21 000 salariés, créé par De Gaulle en 1945 pour bosser sur le nucléaire, mais pas que. Il faut savoir que depuis 2010, c'est devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ouais, le CEA travaille dans le photovoltaïque depuis près de 25 ans, depuis le début des années 2000. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui était en pleine émergence et dont on mesurait tout à fait déjà à l'époque le potentiel. On travaille évidemment sur la techno phare, la technologie phare du domaine du photovoltaïque qui est le silicium cristallin. Donc on va travailler à atteindre le rendement ultime du silicium cristallin. Et puis on va travailler sur la génération d'après, ce qu'on appelle les cellules tandem, pour augmenter le rendement et dépasser le rendement théorique du silicium qui est autour de 27%, pour monter à 30 voire 35% de rendement. Donc ça c'est la génération d'après. Et on est en pleine découverte des scientifiques autour de ces sujets-là pour ensuite être capable d'industrialiser le procédé, démontrer la fiabilité de ce type de cellules et puis ensuite le déployer et le transférer industriellement. Et puis on va aussi travailler sur des applications un peu plus, avec des technologies un peu plus poussées pour l'adapter au spatial. Les premières cellules silicium, elles ont été développées pour l'espace. Là, la problématique de coût se pose moins. Par contre, on a des contraintes très importantes au niveau de l'espace, qui est d'avoir des légèretés très importantes, d'avoir de la durabilité. On a des cyclages thermiques qui sont beaucoup plus problématiques que sur Terre. Donc voilà. Alors, avant toute chose, pour comprendre la suite, on va prendre 3 minutes pour bien redéfinir ce que c'est qu'un panneau solaire photovoltaïque. Et tout de suite, bim, une première énigme pour voir si vous êtes déjà au courant. Comment un panneau solaire photovoltaïque produit-il de l'électricité? Par un effet thermoélectrique, par une conversion électrochimique, par un effet photoélectrique, par induction électromagnétique, par un effet piézovoltaïque ou par effet pyramido-métro-Gimsic. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Avez-vous trouvé? Ce qui joue pour générer l'électricité, ce n'est ni l'effet thermique, ni une réaction chimique, ni de l'induction, ni l'effet piézovoltaïque, ça n'existe même pas, je viens d'inventer le terme. Quant au dernier, s'il vous plaît, restons sérieux, non, c'est grâce à l'effet photovoltaïque. Et remarquez au passage la cohérence, panneau solaire photovoltaïque et effet photovoltaïque, c'est quand même bien pensé tout ça. Or, l'effet photovoltaïque est un effet photoélectrique.
En fait, il y a deux sortes d'effets photoélectriques, l'effet photoélectrique externe et le photovoltaïque qui se produit en interne dans un matériau. Bref, si vous l'aviez trouvé, bravo, vous en connaissez un rayon, donc voilà un rayon pour vous. On va bien sûr regarder ce dont il s'agit. Bon, le panneau, on appelle aussi ça un module photovoltaïque, et en fait il est composé de cellules photovoltaïques, comme celle-ci, des petits carrés, des petits rectangles, qui convertissent la lumière en énergie électrique. Et toutes ces cellules sont connectées entre elles par une grille métallique qui sert à recueillir l'énergie produite et l'amener aux bornes du panneau. Et alors, ce fameux effet photovoltaïque, comment se manifeste-t-il? C'est un phénomène qui est particulièrement efficace sur les matériaux semi-conducteurs, par exemple le silicium. Et donc, si on prend une plaquette de silicium très fine et qu'on l'expose à la lumière du soleil, c'est-à-dire à des photons qui arrivent, quand un électron d'un atome de silicium est percuté par un certain type de photon, le photon lui amène de l'énergie, il libère l'électron de son état d'équilibre. Et à partir de là, l'électron peut se déplacer et ça laisse ce qu'on appelle un trou. Et après, si on fait rien, l'électron va revenir sur le trou. Mais donc, tout le principe, c'est de récupérer ces électrons libérés par la lumière et organiser des flux d'électrons avant qu'ils ne retournent sur des trous. Donc on cherche à les faire aller tous dans le même sens et les faire circuler pour obtenir un courant électrique. Donc pour ça, on met des couches autour de notre silicium. Au-dessus, le silicium est dopé avec du phosphore, ce qui rajoute des électrons libres en plus. On appelle ça la zone N. Et en dessous, c'est un peu l'inverse. Le silicium est dopé au bord, et ça, c'est la zone P. Et entre les deux, au niveau de ce qu'on appelle la jonction PN, il se crée un champ électrique interne. Si vous y mettez un électron, il va se déplacer vers la couche N. Et donc à partir de là, quand on va exposer notre assemblage à la lumière et que des photons vont venir libérer des électrons, eh bien cette fois, sous l'effet du champ électrique interne, tous ces électrons vont se diriger vers la couche N, sans pouvoir retourner sur des trous. Et là, on est bien. Si on met une grille métallique au-dessus, genre en argent, un matériau très conducteur, on y récupère nos flux d'électrons. Et on met aussi du métal en dessous, ça nous fait deux pôles, comme dans une pile. On connecte plusieurs cellules photovoltaïques comme celle-ci, pour faire notre panneau, notre module photovoltaïque. Et donc, leurs flux d'électrons se cumulent, et si on relie notre panneau à un circuit extérieur, il y fait circuler tous ces électrons, et on a généré du courant. Ensuite, dans le circuit extérieur, on va récupérer l'énergie de ces électrons, et ils vont pouvoir revenir se recombiner avec un trou. Bref, on a des couches faites pour exploiter cet effet photovoltaïque. Bon, il y a différents matériaux semi-conducteurs qui peuvent être utilisés pour faire des cellules photovoltaïques. En particulier, il y a des nouvelles technos qui arrivent, ça on va en reparler. Cependant, on entend encore régulièrement des gens faire des confusions, des amalgames sans doute avec les batteries. Donc là, par exemple, ça, c'est sur une chaîne de l'audiovisuel public, pourtant éducative. Les terres rares ne sont pas utilisées que pour les énergies vertes, dans les éoliennes, les batteries électriques ou les panneaux solaires. Elles servent aussi aux écrans plats, aux smartphones. Alors, les terres rares, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lanthanides, donc ces éléments-là, dans le tableau de classification des éléments, ainsi que le scandium et l'yttrium. Alors, y en a-t-il dans les panneaux solaires? Est-ce que c'est fake ou pas fake? Réponse, juste après la pub, évidemment. Donc, d'après cette vidéo, il y aurait des terres rares dans un panneau solaire. Alors déjà, dans un panneau silicium, donc 85% du marché, fake ou pas? En fait, il n'y a absolument pas de terres rares dans la fabrication d'un module photovoltaïque au silicium cristallin. Ce qu'il y a essentiellement dans un module photovoltaïque, c'est du silicium. Le silicium représente 28% de la croûte terrestre, donc c'est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. Typiquement, pour faire du silicium, on part de quartz, tel qu'on le voit ici. Ce quartz, on en trouve dans pas mal de régions du monde, y compris en Europe, en particulier en Espagne. Donc en fait, ce quartz, c'est de l'oxyde de silicium qui est réduit en silicium métallurgique, qui contient encore pas mal d'impuretés. Et puis ensuite, on va travailler dans des procédés pour purifier ce silicium. Et donc, on a des usines en Europe qui sont capables de le faire, notamment en Allemagne, et donc qui sont capables de se fabriquer ce silicium ultra pur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problématique particulière sur le silicium, même si on voulait recréer une filière en Europe, ce qu'on appelle de nos voeux.
Alors, on va poursuivre sur ce qu'on fait après à partir du silicium purifié, mais je prends un instant pour en terminer avec le faux problème des terres rares. Donc on a vu le cas des modules en techno-silicium, et dans les autres technos du solaire photovoltaïque, là on en voit une classification, on trouve d'autres éléments, tellure, cadmium, etc., mais pas de terres rares. Et alors c'est aussi le moment de parler du sujet de l'empreinte carbone. Pour un panneau solaire en techno-silicium, finalement c'est dans ces étapes-là, avant d'obtenir le silicium cristallin, qu'on génère le plus de CO2. Parce que la purification dont on parlait, ça se fait dans des fours à haute température, donc ça nécessite de l'énergie. Et ça évidemment, selon le pays où on le fait, comme le mix énergétique n'est pas le même d'un pays à l'autre, l'empreinte carbone n'est pas la même. Donc il y a eu une étude qui date un peu 2015, qui avait estimé que pour une tonne de silicium métal produite en Europe, il y avait 4 tonnes d'équivalent CO2 rejeté, alors qu'en Chine, pour une tonne de silicium métal, c'est 15 tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est sûr que pour baisser cette empreinte carbone, on aurait plutôt intérêt à produire le silicium en Europe. Mais voilà, en 2023, on en a produit 340 000 tonnes, ça fait même pas 9% de la production mondiale, 2,4% en France, alors que la Chine en produit 79%. Bref, on a les ressources, mais pour la filière, tout reste à faire. Donc, voyons la suite des étapes. Donc, on a obtenu du silicium cristallin fondu en lingots. Ensuite, lorsque ce lingot est scié, on va obtenir ce type de tranches de silicium qui sont à la base de la fabrication des cellules photovoltaïques. Après, il y a aussi des éléments tels que du cuivre, de l'argent. Et donc, c'est finalement ces deux éléments-là sur lesquels doit porter notre attention pour réduire ces quantités et puis aussi d'être capable de recycler ces matériaux en fin de vie du module photovoltaïque. Et après, évidemment, une fois qu'on a les matières premières, on entre dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Je m'appelle Wilfried Favre et je suis chef du laboratoire des cellules photovoltaïques à hétérojonction du CEA. Vous avez ici un exemple de cellule photovoltaïque qui a été développée au sein du laboratoire. Donc là, il est derrière une vitre parce que c'est un composant assez fragile qui va faire une centaine de microns. Donc c'est plus comme une feuille de papier qui peut casser. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va le mettre derrière une vitre pour le protéger des intempéries, mais aussi généralement pour l'assembler avec tout un tas de cellules qui permettent d'avoir un module de plusieurs centaines de watts, quand ce composant-là va plutôt délivrer 5 à 10 watts selon la taille du wafer. Donc, après avoir assemblé les cellules, on monte le module, et à partir de là, le panneau en fonctionnant va plus rien coûter du tout en émissions de CO2 pendant toute son utilisation. Donc pendant 25-30 ans, ça dépend des technos, mais c'est la durée de vie moyenne d'un panneau aujourd'hui. Et c'est pour ça, c'est grâce à cette longue durée d'utilisation sans rien rejeter que, au final, l'empreinte carbone du photovoltaïque, elle est assez faible. Après, il y a un autre critère qui peut l'impacter, c'est le coût en carbone du transport, parce que si les panneaux sont construits en Chine, ils n'arrivent pas à pied, de la Chine, comme on dit. Donc il faut les transporter. Et là-dessus, on a quand même un gros problème. En 2010, il y avait encore 12,8% des panneaux qui étaient produits en Europe. En 2021, c'était déjà tombé à 2,8%. Et pour les cellules photovoltaïques, c'est pire, 85% en Chine, 12% en Asie, 0, des poussières en Europe. Donc là, il y a une dépendance quasi totale. Alors, comment ça se fait? Il faut refaire l'historique. En 2013, la Commission européenne avait mis le paquet sur les taxes douanières sur les panneaux chinois pour protéger un peu les producteurs européens. Mais en 2018, patatras, retour en arrière, la Commission a décidé d'arrêter de les surtaxer. Et donc la Chine est revenue en force sur le marché européen. Et en même temps, en 2023, les États-Unis, eux, ont carrément bloqué l'importation de panneaux solaires chinois. Donc la Chine s'est rabattue sur l'Europe et ça a écrasé la maigre concurrence européenne qui restait. D'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, il y a une des dernières usines françaises de production de panneaux photovoltaïques qui est en train de fermer, Photowatt, à Bourgoin-Jallieu, 162 salariés. Elle existait depuis 45 ans, elle avait été rachetée il y a 12 ans par EDF Renouvelable, la filière d'EDF. Ils étaient déjà en difficulté, mais là, ils n'ont pas résisté. Et ce ne sont pas les seuls. Alors, si on regarde sur ce site du gouvernement, du ministère de la Transition écologique, il y a une page pour y voir plus clair sur le solaire avec des questions vrai-faux. Et sur la question « Les panneaux solaires sont fabriqués en Chine », on tente de nous rassurer, vrai et faux à la fois. Donc plusieurs sites de fabrication existent toutefois en France, et seulement ça date de 2022. Citovi à Carquefou, non, parce que liquidation en avril 2024.
Reconcilia à Lannion, liquidé en mai 2024. Photowatt à Bourgoin-Jallieu, bah, c'est fini aussi. Donc, vrai et faux, c'est de plus en plus vrai et de moins en moins faux. Et en tout cas pour des boîtes françaises. Parce que là, on en est au stade maintenant où ce sont des groupes chinois qui veulent venir ouvrir des giga-usines en Europe. C'est sur cette zone industrielle dans le Doubs que devrait naître la giga-usine chinoise de panneaux solaires. Une capacité de production de 3 gigawatts qui permettrait de créer au moins 450 emplois dès le mois de juin. Cette arrivée d'une entreprise chinoise est-elle réellement une bonne nouvelle? Oui pour les économistes, à condition de ne pas se contenter d'assembler les panneaux en France, mais aussi d'apprendre des Chinois leur savoir-faire. L'élément crucial pour que ce soit un succès en France, c'est qu'il y ait vraiment un transfert technologique, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les Chinois sont en avance, nettement, sont de loin les meilleurs dans la technologie solaire. Le gouvernement français tente par ailleurs de stimuler la production de panneaux solaires fabriqués en France, avec un objectif, doubler les capacités d'ici 2030. Sur cette dernière phase, on peut être un peu circonspect sur la manière, mais donc technologiquement, on en est où? Est-ce que maintenant, on est en retard? Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, c'est l'Europe qui dominait la production de photovoltaïque. On a effectué un certain nombre de transferts industriels à l'époque auprès des Chinois, et c'est maintenant eux qui dominent le domaine. Néanmoins, on n'est absolument pas ridicule. On a encore des instituts de recherche technologique tels que le CEA qui possèdent la technologie, qui travaillent sur la recherche et développement pour améliorer les rendements et les procédés. Et donc on a tout à fait la capacité de remettre en place une filière industrielle en Europe. Alors pas tout seul, hein, évidemment, avec des équipementiers, avec des industriels. Et pour ça, il faut mettre en place des conditions de marché qui permettent l'essor de champions industriels. Ouais. Et avec la fin des surtaxes, l'Europe a plutôt fait le contraire. Bravo. En tout cas, voilà, là on est face à des choix stratégiques. Une nouvelle petite énigme. Voilà une vidéo qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux. À ce stade de l'épisode, normalement, vous en savez déjà assez pour trouver les fakes. Il y a au moins 2 choses qui ne vont pas. Donc regardez-la, et essayez de les trouver, on débriefe après. Côté obscur de l'énergie solaire. La durée de vie moyenne d'un panneau solaire est de 25 à 30 ans. Entre 2030 et 2060, 9,8 millions de tonnes de déchets de panneaux solaires sont attendus. Une étude a révélé que les panneaux solaires créent 300 fois plus de déchets toxiques par unité d'énergie que les centrales nucléaires. Pendant ce temps, les gouvernements épuisent et contaminent les terres agricoles pour installer ce qu'on appelle entre guillemets l'énergie verte. La problématique, c'est que déjà, on n'est pas sur le bon type de technologie. Là, il s'agit de solaire thermique. Sur cette photo, en fait, on voit des miroirs qui vont envoyer la lumière sur une tour qui va chauffer thermiquement un point qui va monter autour de 1000 degrés. Et puis ensuite, à partir de cette chaleur, on va fabriquer de l'électricité. Donc c'est pas du tout photovoltaïque. Donc c'est pas du tout du photovoltaïque. Donc déjà, on a une problématique au niveau de cette photo. Et puis moi, ça m'a surpris qu'on parle de déchets toxiques. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme déchets toxiques dans les panneaux? Justement, j'en vois pas. Donc pour moi, il n'y a pas de déchets toxiques. Évidemment, c'est des déchets qu'il faut traiter, mais ils n'ont pas de toxicité particulière. Et puis là, on compare un petit peu n'importe quoi. Enfin... Donc sur cette énigme, un rayon si vous aviez repéré que c'était pas du solaire photovoltaïque, et un deuxième si vous aviez repéré que, bah oui, connaissant la composition des panneaux, il n'y a pas de déchets toxiques. Et franchement, c'est quand même insensé de voir qu'on puisse cliquer sur like ou partager ça plus de 1000 fois. Pourtant, dès le départ, là, il y a un énorme red flag. On nous dit, une étude à révéler, mais on nous fournit aucun lien. Hein, même pas le titre de l'étude ou ses auteurs, rien. Donc déjà, aucun moyen de vérifier ce qui est dit. Hein, la source, là, c'est... T'inquiète frérot. Alors que, si on n'a ni un mouton, ni un pigeon, on a besoin de voir déjà si cette étude elle existe, si ses conclusions n'ont pas été déformées, et si c'est pas du cherry picking. Hein, il suffit pas que ça ait l'air de valider son opinion pour le partager. Ou sinon, ça veut dire que son opinion, elle est juste basée sur du vent. Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Donc moi, j'ai été chercher d'où ça sortait. Et en fait d'études, les chiffres, ils viennent d'une page de blog de 2017, d'une asso militante américaine. Il n'y avait aucun calcul détaillé, hein, c'est au doigt mouillé. Leur hypothèse, c'est que du cadmium des panneaux solaires pourrait s'infiltrer dans les réserves d'eau potable, sauf que, déjà, ils se sont basés sur un panneau en silicium où il y a 0 cadmium, et en plus, ils généralisent le résultat à tous les panneaux, alors que ça représente même pas 5% du marché. Mais, le pompon, c'est qu'ils parlent de ce qui se passe aux US, où là, un panneau peut finir enterré parce qu'il n'y a pas de gestion réglementaire des déchets.
Mais il précise bien justement que ça ne peut pas s'appliquer à l'Europe. Donc, c'est pas une étude, il n'y a aucune rigueur dedans, et en plus ça ne nous concerne pas. Donc comme quoi, quand on voit passer des postes pareils, ça vaut le coup de vérifier quand même. Encore faut-il en avoir le réflexe. Bref. Pourquoi ce propos sur les déchets ne nous concerne pas en Europe? Parce que la réglementation européenne impose aux fabricants de panneaux solaires de collecter et d'éliminer les déchets de leurs panneaux en fin de vie. Donc ça part pas dans la nature. Il y a même une directive de 2018 qui impose de revaloriser au moins 85% du poids d'un panneau photovoltaïque. Et en France, il y a un éco-organisme, Soren, qui est chargé de ça. Il collecte les panneaux usagés, que ce soit ceux des particuliers ou des entreprises. C'est sans frais, il y a des points de collecte sur tout le territoire. Et en taux de recyclage en France, on serait à plus de 90% du poids d'un panneau. Mais il faut que ça monte encore en puissance parce qu'ils s'attendent à devoir en recycler 150 000 tonnes en 2040. Aujourd'hui, on recycle le verre et l'aluminium. Et l'enjeu des années qui suivent, ça va être d'être capable de recycler le cuivre, l'argent, qui sont des matériaux importants à récupérer. Et ensuite, il y a des process chimiques qui vont permettre de vraiment être capable de retrouver le matériau de base, le cuivre de base, le silicium de base, l'argent, qu'on va pouvoir ensuite réintroduire dans des procédés pour fabriquer de nouveaux modules. Bon, on a vu les bases sur les panneaux photovoltaïques. Maintenant, on va aller voir quelles sont les pistes de recherche pour les améliorer. Là, on... Ah. Ouais. Eh non, j'appelais là... tu disais quoi déjà, le sujet de ton enquête? T'es pas sur une panne finalement. Il y avait une histoire de panneaux. Oui, tout à fait, c'est sur les panneaux solaires. Rectangulaires, plats, panneaux. Oui, c'est ce qui me semblait. Alors maintenant, je t'informe que, étant donné que ma mobilisation a pas eu l'effet escompté, je pense que, en conséquence, je vais devoir durcir le mouvement. Oh mince. Oui, donc non seulement je participerai pas à ton enquête, mais je vais carrément faire une contre-enquête sur les panneaux solaires. C'est-à-dire? Ben, tu m'as contre toi maintenant. Les gens, ils auront ton enquête, puis ils auront la mienne. Et on verra bien qui c'est qui fait marcher la chaîne et qui se fait épiler la dorure au soleil. Très bien, fais-le. Pourquoi tu m'appelles? Pour que je te laisse une dernière chance, écoute-moi bien. Si tu m'augmentes le salaire, moi je laisse tomber. Non, mais c'est bon, vas-y. Non, écoute-y bien, écoute-y bien. Là, tu n'as pas bien entendu, là. Si, mais je... Bon, alors, la prime, pas le salaire, prime. Écoute-y bien. Cette année, tu me la triples pas, je veux le triple du triple. Je veux que tu la non-uple. Ou noctuple. Oui, bah écoute, décide-toi déjà. On n'y a qu'à y arrondir, tu me la disuple. Décuple. Disuple. Cherche pas à négocier, là, c'est moi qui est en position de force. Tu multiplies par 10. Non, hors de question, je te l'ai déjà multiplié par 3. Attends, j'ai une autre proposition. Mais écoute-y bien. Non, mais tant pis. Écoute, on a négocié durement et je vois que c'est l'impasse. Donc, fais-la, la vidéo. Voilà. Je vais sûrement prendre une grande leçon, mais voilà, c'est ainsi. Allez, voilà, bah, tu vas devoir aller bosser, là. Attends. Donc, je vais peut-être te laisser. Attends. Allez, bon courage. Allez, nous, on va passer à la partie visite. On va visiter des installations et voir des panneaux. Mais ça, évidemment, ce sera juste après la pub YouTube. A tout de suite. Le rendement d'un panneau solaire, c'est le pourcentage d'énergie solaire reçue qui est converti en électricité. Et pour ceux en silicium vendus dans le commerce, le rendement est de 20, 22, 24%. Ça a l'air peu, et donc un des objectifs de la recherche, c'est d'améliorer le rendement. Le problème, c'est qu'il y a une limite théorique qu'on ne peut pas dépasser. Cette limite-là, elle a été calculée par deux chercheurs, donc Shockley et Kayser, dans les années 60, qui sont basés sur un phénomène lié à la conversion photoélectrique de certains matériaux, basé sur leurs propriétés électroniques. Bienvenue dans la note de bas de page, qui explique ce qui vient d'être dit. Donc c'est en quelque sorte une note de bas de vidéo. Alors pourquoi? Pour bien comprendre ce dont il est question quand l'intervenant parle des propriétés électroniques de certains matériaux. Bon, peut-être que vous savez, dans ce cas, sautez au chapitre suivant pour revenir à la vidéo. Mais ceux qui étaient déjà largués seront ravis de ce petit renvoi. Parce que, depuis le début, on parle de semi-conducteurs, mais j'en ai senti qu'ils sont mal à l'aise avec la notion. Un matériau semi-conducteur, c'est un matériau qui a des propriétés bien particulières. Il y a des matériaux isolants. Par exemple, la gaine autour d'un câble électrique comme celui-là, elle est isolante. Ce qui est bien pratique parce que c'est ça qui me permet de tenir le câble sans m'électrocuter, même quand il est branché sur le secteur. J'avoue, ça fait plaisir.
Alors qu'à l'intérieur du câble, pour que le courant passe, c'est-à-dire pour que des électrons circulent, il y a un matériau conducteur, en général du cuivre. Et qu'est-ce qui fait qu'un matériau est isolant ou conducteur? Eh bien, ce sont ses propriétés électroniques. Les électrons, c'est simple, il y a deux possibilités. Les électrons à l'état normal, avec une basse énergie, eux, ils peuvent pas bouger. Et puis les électrons avec une haute énergie, eux, ils peuvent bouger librement, et donc conduire le courant. Et voici un graphique. Les électrons à basse énergie se situent par là, dans ce qu'on appelle la bande de valence. C'est tombé sur Valence, ça aurait pu être Vesoul ou Vierzon, en tout cas, les électrons de cette bande ne bougent pas trop. Alors que les électrons avec une haute énergie, qui peuvent conduire le courant, sont dans ce qu'on appelle la bande de conduction. Et c'est tout. Un électron peut passer d'une bande à l'autre, donc il est soit à haute énergie, soit à basse énergie, mais il n'y a pas de « je sais pas trop, je suis mi-mou ou mi-énergétique », non. Ici, c'est ce qu'on appelle la bande interdite, ou band gap en anglais. C'est interdit pour un électron de se situer là. Et vous allez me dire, bon, c'est super, mais c'est quoi le rapport à la fin avec nos matériaux? Eh bien voilà, les matériaux n'ont pas tous la même bande interdite. Pour un matériau conducteur, comme le fil de cuivre là, ces deux bandes se chevauchent, il n'a pas de bande interdite, donc ces électrons peuvent circuler librement. Pour un matériau isolant, comme la gaine du câble, la bande interdite est très large, et là, un électron ne peut pas passer de la bande de valence à la bande de conduction. Et quand un matériau a une bande interdite intermédiaire, c'est là qu'on dit qu'il est semi-conducteur. Il peut conduire l'électricité, mais il faut qu'on fournisse de l'énergie à ces électrons pour les faire passer de la bande de valence à la bande de conduction. Et dans notre fameux silicium, qui est un semi-conducteur, une fois exposé à la lumière, c'est l'énergie de certains photons qui va faire passer les électrons dans la bande de conduction. Voilà, c'est la fin de ce renvoi. Bon retour dans la vidéo. Quelle est la capacité du matériau, en fonction de ses propriétés électroniques, à convertir la lumière équivalente au spectre solaire? Donc Shockley et Kayser, ils se sont dit, bon voilà, on prend uniquement la bande interdite et on fait l'hypothèse que chaque photon qui arrive génère une charge électrique. Et on va pas considérer les recombinaisons, les pertes de charge en cours de route. Donc sur cette base-là, ils ont calculé un rendement théorique de l'ordre de 33% pour les matériaux avec la bande interdite la plus adaptée et qui correspond à une longueur d'onde, donc à une lumière entrante proche de l'infrarouge. Voilà. Et donc typiquement, le silicium est un des matériaux les mieux placés sur pour avoir la meilleure conversion possible. Et en réalité, les meilleurs rendements obtenus sur silicium sans concentration sont de l'ordre de 27% actuellement. Donc on n'en est vraiment plus très loin. Donc, le silicium est un semi-conducteur particulièrement efficace sur la lumière proche de l'infrarouge, mais il a une limite due à sa bande interdite et on est en train de l'atteindre. Pourtant, les chercheurs ont imaginé une solution qui va permettre de dépasser cette limite et d'avoir des panneaux avec des rendements au-delà de 30%. Petite énigme, avez-vous une idée de ce qu'on pourrait faire? Je vous donne un indice dans cette image. À vous. Malek Ben Mansour. Je suis chef du laboratoire des cellules tandem. Donc ce laboratoire a pour objectif justement de développer les nouveaux dispositifs photovoltaïques de nouvelle génération qui ont pour mission d'aller au-delà de ce que les dispositifs conventionnels à base de silicium sont capables de faire. Associer le silicium avec un autre matériau permettrait de mieux exploiter l'énergie incidente et donc de transformer une bonne partie des photons incidents en électrons, en générant plus d'électrons trous. Notamment dans la partie la plus énergétique du spectre solaire, donc les faibles longueurs d'onde, la partie un peu bleue du spectre, dans laquelle le silicium a une efficacité qui est légèrement moins bonne que dans la partie rouge. Voilà. Dans le spectre solaire, il n'y a pas que le rayonnement proche de l'infrarouge, il fallait donc penser à utiliser un second matériau dans le panneau qui lui va pouvoir exploiter les photons de l'autre partie du spectre solaire, disons les rayonnements que le silicium n'exploite pas bien. Si vous avez eu cette intuition, bravo, vous remportez un rayon. On travaille donc maintenant sur des cellules photovoltaïques dans lesquelles il y a plusieurs jonctions PN, une pour le silicium et une pour un autre matériau. Il y a un matériau qui a été identifié qu'on appelle perovskite, qui est compatible avec la partie de longueur d'onde sur laquelle on veut travailler. Et c'est ce matériau-là sur lequel on travaille et qu'on veut déposer
sur une cellule silicium. Donc là, vous avez un exemple d'une cellule silicium hétérojonction de petite taille, et l'ensemble fait 2 sous-cellules photovoltaïques qui travaillent en tandem, donc qui travaillent ensemble, en série. Le silicium produisant dans une longueur d'onde, dans une plage de longueur d'onde qui est entre le jaune et le rouge à peu près, et la perovskite qui, elle, va compléter l'exploitation sur l'autre partie du spectre solaire. L'ensemble va permettre de délivrer du coup beaucoup plus de puissance électrique et donc beaucoup plus de rendement. Et le CEA obtient des résultats 30,8%. En un an, l'équipe a gagné 2,4 points de pourcentage. En tout cas, l'objectif, c'est pas juste d'avoir une techno qui améliore le rendement, il faut aussi qu'elle permette de faire des panneaux dans le commerce d'ici quelques années, donc qu'elle soit industrialisable. Et on a été voir ça dans la salle blanche. Donc là, on rentre dans une salle blanche, dont on doit systématiquement assurer le niveau de propreté, donc on a un habillement dédié. Bon, surchausse. Une combi, ça va, j'ai l'habitude. Le but du jeu, c'est de ne pas faire rentrer des particules parasites. Dans une salle blanche, l'atmosphère est maîtrisée, avec une humidité, une pression constante, l'air est purifié. Et puis, pour faire les manipulations, les chercheurs ne touchent pas directement le matériel, ils font ça dans des boîtes avec une atmosphère inerte, des boîtes à gants. Avec des espèces de grands bras en plastique, là. On passe ses bras dedans, et ils se retournent donc, pour rentrer dans la boîte, pour pouvoir faire des manips. On a donc pu voir les machines utilisées par les labos, par exemple ici pour déposer les grilles métalliques sur les cellules. Là-dessus, on va poser la grille, ce qu'on appelle la grille de métallisation, par la méthode de screen printing, donc de sérigraphie. Parce que c'est la techno standard qui est utilisée pour le silicium. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qui est déjà présent dans les gigafabs. Le moins cher possible, tout en utilisant des technologies de pointe. L'idée, c'est donc de bosser sur une techno qui soit industrialisable facilement, de manière réaliste et à un prix accessible. Et il y a aussi des machines plus petites, comme celle-là, qui permettent de préparer des cellules tandem expérimentales en déposant un film liquide avec la perovskite sur une cellule silicium plus classique. Grosso modo, il y a une raclette qui dispense le film liquide et puis c'est séché à l'aide d'un couteau d'air ou un couteau d'azote. Et pour tester les cellules, on n'attend pas le soleil. On a des simulateurs comme celui-ci. Là, c'est une cellule qui va être testée. On referme et on illumine l'intérieur avec un rayonnement qui reproduit exactement le spectre solaire. Là, bon, bah, évidemment, c'est fermé, du coup, on ne voit pas. Avant d'en terminer avec le rendement, il y a un autre indicateur qui s'appelle le taux de retour énergétique, ou EROEI en anglais. C'est le rapport entre l'énergie délivrée par un système énergétique et l'énergie qu'il a fallu investir dedans. Et celui du photovoltaïque est souvent décrié, notamment dans cette BD, qui est par ailleurs très réussie, hein, Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Mais là, dans le chapitre sur les énergies non carbonées, page 161, alors il y a d'abord une explication rapide de ce taux. Lorsque le ROI vaut 10, ça signifie qu'on a besoin de 1 kWh pour en extraire 10 de l'environnement. Ok, donc plus le taux est grand, meilleur c'est. Mais ensuite, il y a une liste des taux de différentes formes de production d'énergie. Et là, le solaire, bon, déjà il est réduit uniquement au photovoltaïque avec stockage, bon, et il a un taux, mais genre vraiment bas. En fait, le photovoltaïque a un rendement qui est bien meilleur que décrit dans la BD de Jancovici. Il donne un chiffre autour de 5. Dans les années 1980, dans les années 1990, effectivement, on trouvait ce type de chiffre de 5. Le photovoltaïque est une industrie très dynamique, avec une productivité qui augmente énormément au cours du temps. Et donc ces chiffres-là, ça fait très longtemps qu'ils sont faux. Ok, donc a priori, on est sur un problème de source moisie. Évidemment, comme les sources ne sont pas précisées, c'est difficile de savoir d'où ça va. Bon, on va pas s'étendre davantage sur ce sujet. Je vous recommande la vidéo du réveilleur, qui a pris le temps de faire une analyse fine. Déjà, en regardant qu'est-ce que ce taux mesure exactement, les différences entre taux de retour énergétique secondaire, final, utile, et des problèmes de méthodologie, parce que là, dans le tableau de la BD, en fait, ça compare un peu des choux et des carottes. Il semblerait que pour certaines formes d'énergie, le taux ne tienne compte que de l'énergie investie externe, mais pour d'autres, ça inclut l'interne, donc c'est pas vraiment comparable.
Finalement, quand on utilise cet indicateur, il faut déjà savoir ce qu'il mesure vraiment et en quoi il est pertinent. Alors on a parlé de la recherche sur les cellules photovoltaïques. Mais le CEA travaille aussi sur les modules, qui est une plateforme dédiée, c'est un concept Lab to Fab, pour développer des nouveaux procédés et explorer les pistes sur les panneaux eux-mêmes. Esther Verrochazy, expert en modules et systèmes photovoltaïques. Un des éléments vraiment importants pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures, c'est réduire le poids des modules. Donc ce module-là pèse moins que 5 kg par mètre carré, comparé à un module standard qui va peser 12 à 15 kg par mètre carré. Donc on peut essayer. Vous voyez, oh, c'est quand même facile. Hein. Moi ça compte pas parce que je suis un super-héros. Ah oui, ah ben, je peux vous montrer même toute seule, sans avoir des super pouvoirs. Ok, ouais. Effectivement c'est très très léger. Un autre élément qui est très intéressant quand on parle d'installer du photovoltaïque, c'est utiliser le long des routes et les chemins de fer, l'espace qui a déjà artificialisé. Tout ce qui est infrastructure autour des parkings, aéroports, marinas, où nous ne pouvons pas installer nécessairement des panneaux standards. Les réglementations sont assez strictes, mais il y a énormément d'espace déjà artificialisé. Du coup, produire l'énergie et consommer localement, générer de l'électricité proche des utilisateurs et consommer plus proche. Donc il y a aussi moins de transport de l'électricité. Alors, c'est un des points importants, il y a différentes solutions qui sont développées pour intégrer au maximum des panneaux sur les toits, sur les façades, sur les murs, et éviter l'artificialisation des sols. On entend parfois dénoncer tel ou tel projet qui veut recouvrir intégralement une colline avec des panneaux photovoltaïques. Ça, clairement, ce sont des aberrations. Le développement du solaire, il peut se faire sur des zones déjà artificialisées. Il y a d'ailleurs une loi climat et résilience qui devait au départ s'appliquer à partir de 2026 et qui obligerait pour tout nouveau projet de construction d'un parking extérieur de plus de 1000 m² à installer des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Bon, avec les contestations des opposants qui trouvent que ça fait trop court en délai, il faudra voir ce qu'il en sera vraiment. Et puis là, allez, nouvelle énigme, Esther nous a emmenés en extérieur pour voir des panneaux particulièrement intéressants, mais je vous ai coupé le son exprès pour voir si vous allez comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ? Alors, avez-vous trouvé? On revoit la séquence, mais avec le commentaire cette fois. À cet endroit-là, on étudie des panneaux bifaciaux. Justement, on a mis en arrière plutôt du blanc, donc on regarde aussi comment la lumière se reflète. On voit très bien qu'en fait, la face arrière des panneaux est vraiment identique aux faces avant. On voit les grillages métalliques. Donc la lumière qui tombe entre les cellules ou entre les modules par terre, une partie se réfléchit et le panneau l'absorbe. Et ça génère un courant supplémentaire. Voilà, si vous aviez compris qu'il s'agissait de panneaux à deux faces, vous remportez évidemment un nouveau rayon. Ophélie Ouvrier-Bonnage, chef de laboratoire bâtiment et flexibilité au CEA. Donc, nous menons ici des recherches sur l'intégration du solaire au niveau des bâtiments. Intégration physique, donc comment on intègre soit en façade, soit en toiture, avec des panneaux photovoltaïques plus ou moins intégrés et jolis. Donc ça, il y a pas mal de travaux là-dessus. Et ensuite, c'est comment on optimise cette production photovoltaïque au niveau des usages. On va visiter notre maison expérimentale. On monitore tout ce qui se passe. L'objectif, in fine, c'est de garantir le confort de l'usager pour une meilleure efficacité énergétique, pour consommer le moins, changer un peu ses usages pour maximiser son taux d'autoconsommation. Parce qu'on est sur un pilotage initial sur des heures creuses, des heures pleines, avec des stratégies qui sont plutôt liées actuellement à cette stratégie tarifaire. L'idée, c'est de changer de paradigme en disant il y a de l'énergie qui est gratuite sur mon toit, qui est plutôt à midi. Et il faut avoir des stratégies pour maximiser ce taux d'autoconsommation. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut mener comme expérimentation, par exemple ici, pour tout ce qui est Home EMS. Ça c'est des développements qui sont en cours. L'autoconsommation, produire sa propre électricité pour en acheter un peu moins, selon Enedis, au 31 décembre 2024, ça concernait 677 000 installations en France. Alors, on sait que l'ensoleillement n'est pas le même d'une région à l'autre, il varie aussi en fonction de la météo. Si c'est couvert, ça produira quand même, mais à 50%, voire moins si c'est très très nuageux. Et bien sûr, il dépend de la période de l'année et du moment de la journée.
Alors la stratégie de base déjà, c'est de dimensionner son installation pour qu'elle couvre au moins la consommation des appareils qui restent branchés en permanence, ce qu'on appelle le talon de consommation, ou bruit de fond électrique. C'est un appareil qui fonctionne même quand vous n'êtes pas chez vous, genre frigo, congélateur. Et ça, on peut voir ce que ça représente en allant à ces heures-là, regarder sur son compteur Linky. En appuyant sur le bouton plus, on peut faire défiler l'affichage jusqu'à puissance app. Ça, c'est la puissance appelée au moment où on consulte. Et du coup, on peut, de base, prévoir une installation qui fasse juste cette puissance-là. Et après, on peut produire plus, par exemple pour reverser l'électricité en surplus dans le réseau, pour se la faire racheter. Mais là déjà, il faut être passé par un installateur qualifié RGE. Ou bien on peut faire du stockage, pour utiliser l'électricité en dehors des créneaux où on la produit. Là évidemment, ça commence à être des installations plus coûteuses, donc il faut calculer sur combien d'années on pourra les rentabiliser. Ou bien, comme on le disait, adapter sa consommation en programmant des appareils sur ces heures-là. Par exemple, son ballon d'eau chaude ou ses chargeurs divers et variés. Et ça, il n'y a rien de plus facile, parce que, en fait, oui, c'est une énergie intermittente, mais son intermittence, elle est connue, et complètement prévisible en un point donné sur un jour donné. Le seul paramètre qui varie, finalement, c'est la météo. Mais, même avec une couverture nuageuse, un panneau, il produira. Ce qui compte, c'est la lumière. Et ce dont on vient de parler à l'échelle d'un réseau domestique ou d'un mini-réseau, ça s'applique aussi à des plus gros réseaux. Pour un réseau électrique, on a toujours besoin d'un équilibre production-consommation en temps réel. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire des recherches sur comment gérer cet équilibre-là. Sur les besoins de flexibilité, le stockage, c'est pas l'unique solution. La gestion de la demande, c'en est une très importante, comme les ballons d'eau chaude sanitaires en France, donc c'est plusieurs gigawatts de flexibilité. L'effacement de sites industriels, c'est aussi plusieurs gigawatts. Et à l'avenir, sur ce sur quoi on travaille, ça va être le pilotage des pompes à chaleur et aussi la gestion de charge des véhicules électriques, donc pour la mettre en phase avec le photovoltaïque ou l'éolien, pour moins perturber le réseau électrique, ou pour par exemple faire du véhicule to grid, donc de l'injection de l'énergie stockée dans la voiture sur le réseau s'il y a besoin de flexibilité. Allez, il nous reste une dernière petite visite à faire. On part sur la toiture. Nous faisons des expérimentations sur des panneaux photovoltaïques pour voir quelles sont leurs performances en environnement réel, quelles sont aussi les pertes, les défauts qui peuvent apparaître. La durée de vie d'un panneau, c'est essentiel puisque pour être rentable, une installation doit pouvoir être utilisée sur 1-2 décennies en fonction de son coût au départ. Nous étudions les défaillances qui des fois et surtout apparaissent au-delà de 20-25 ans. Comme les modules photovoltaïques durent très longtemps, il faut faire vraiment des expérimentations de très longue durée pour pouvoir comprendre au-delà de cette durée de vie quelles sont les défaillances. Et les panneaux, pendant cette période-là, perdent moins de 20% de leur performance initiale. Donc c'est assez incroyable en termes de durabilité. On étudie aussi les modules de demain. Nos modules tandem qui restent encore plutôt petits sont aussi installés ici. Ils sont monitorés pour étudier leur performance. Mais on regarde aussi leur stabilité. C'est très important de comprendre quelles vont être leurs performances en environnement réel et comment leur stabilité évolue. Donc là, vous voyez, avec des spectrophotomètres, des capteurs de température, on étudie vraiment en profondeur leur comportement. Allez, une dernière énigme pour voir si vous avez bien retenu ce dont on avait parlé dans la première vidéo. Imaginons que je m'équipe d'un panneau solaire photovoltaïque sur lequel est précisé 400 WC. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est un panneau destiné à alimenter uniquement le circuit électrique des toilettes? Que c'est un panneau destiné à alimenter uniquement le circuit électrique d'une cuisine? Que ce panneau peut délivrer 400 watts cumulés sur une journée moyenne d'ensoleillement? Que ce panneau peut délivrer 400 watts au maximum lorsque l'ensoleillement est optimal? Ou que ce panneau délivre 400 watts cautionnés et que je serai remboursé s'il délivre moins de puissance. Alors évidemment, c'était facile, WC c'est pour ce qu'on appelle les watts crêtes, qui expriment la puissance maximale qu'un panneau peut produire dans des conditions idéales. Si vous l'aviez trouvé, vous en connaissez un rayon, bravo. Si vous avez choisi n'importe quelle autre réponse, je sais pas quoi vous dire. Vérifiez que vous portez bien une casquette quand vous vous exposez au soleil, parce qu'à part choper une insolation, manifestement ça vous a pas permis de faire des étincelles. Bon bah merci beaucoup pour cette visite. Mais du coup, lequel c'est alors le panneau solaire ultime? Alors c'est une bonne question, mais la réponse n'est pas évidente. En fait, il n'y a pas vraiment de panneau ultime.
La course vers le rendement, elle est vraiment importante et on continuera à rechercher le panneau ultime qui combine à la fois la performance, la durabilité. Mais dès aujourd'hui, le photovoltaïque est une solution mature en termes de performance et de durabilité pour être un acteur clé de la transition énergétique. Et donc nos recherches sont importantes pour aller encore plus loin, pour pousser les limites. Mais je pense que chacun peut être contributeur de la transition énergétique, chacun à son niveau, à la fois au niveau des bâtiments, à la fois au niveau des centrales au sol, à la fois au niveau des déserts. On peut mettre du photovoltaïque qui ne va pas gêner les autres usages et qui va permettre de contribuer pleinement à la décarbonation. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et voilà qui clôt donc ce petit tour dans la recherche sur le photovoltaïque, avec des données récentes pour s'en faire une idée qui ne date pas d'il y a 10 ans, parce que c'est un secteur dans lequel les choses sont en pleine évolution. Là, on a eu le point de vue des gens qui bossent dans le domaine. J'espère que ça vous aura appris des trucs et qu'avec ça, on est un peu plus outillé face aux fakes sur le sujet. On le voit, en France, en tout cas en Europe, on a des connaissances, on a des procédés et même des ressources. Maintenant, est-ce que le panneau solaire ultime sera européen ou chinois? Ça, ce sera la question des prochaines années. Merci aux chercheurs du CEA pour leur disponibilité, merci au CEA pour son accueil. Tous les organismes ne sont pas aussi ouverts. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu tout ce sur quoi bosse le CEA, ils ont fait un petit jeu en ligne il y a quelques années, c'est gratuit, le prisonnier quantique, on y avait joué en stream sur Twitch, c'était sympa, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et au niveau de nos énigmes dans la vidéo, bah tenez, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est bien, vous en connaissez un rayon de plus. Donc, normalement, vous devriez avoir 7 rayons. Sinon, si vous voulez que je vous dise, vous avez sûrement la lumière à tous les étages puisque vous suivez cette chaîne, mais visiblement, vous n'aviez pas tout le spectre. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. Tiens, en parlant de spectre, elle est où ton enquête fantôme là? Non, ça j'y ai laissé tomber. Je me suis dit que c'est plus ton truc finalement, faire le guignol devant les caméras. Non mais je pense qu'il y a mieux à faire pour mettre en profil mes compétences. Alors, si déjà on arrive à te trouver une compétence, c'est... Voilà, mais je pensais que je pourrais intervenir en étant consultant. Ah, c'est-à-dire? Mais il n'y a rien à dire plus, un consultant, c'est un consultant. Ça on voit que tu connais rien dans le business du consultanat. Ouais, mais comment ça se passe? Je te consulte et... Voilà, tu me demandes mon avis, je te le donne, et après je te facture à la consultation. Là par exemple, t'es déjà en train de me consulter, tu vois que t'y as besoin. Bon, la première je te la fais gratos, mais après faudra casquer. Ah mais là c'est une consultation? Tu me demandes mon avis? Non, juste j'étais étonné quoi. Attention, là ce serait la surconsultation. Là c'est le double tarif. Ah oui, ça rigole pas. Ah ça facture vite. Ça va pas être la même que quand j'étais... Oui, quand t'étais... Mais t'étais quoi d'ailleurs? J'étais employé comme une tâche subalterne. Ah. Écoute, ça a l'air intéressant, mais si tu veux mon avis... Non, mais déjà, c'est pas donnant-donnant. Puis ton avis, t'es pas consultant. Donc ça vaut que dalle. Oh, moi je vais monter un cabinet. Oh, carrément. Mais j'hésite encore entre les toilettes sèches ou les pas sèches. Mais bon, ça c'est des questions de cabinet de consultante. Je sais même pas pourquoi je t'y raconte. Je te laisse, là, moi je dois aller faire des trucs de consultant. Très bien. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est pas très grave. Les beaux jours reviennent, profitez du soleil, et que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité. Pas peur Rémi, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de risque. A priori, je suis pas braqué.